sens et méditation. Alors, vous voyez, ça c'est une planète objective. Ça, c'est un mandala, si vous voulez, c'est une représentation d'un mandala. Donc, c'est une sorte de planète, mais c'est pas sur le même niveau. Ça, c'est la cosmologie qui s'intéresse à ça. La réalité objective des objets, comme un décor, ça vous avez parlé. Et ici, c'est la cosmontologie. Alors, c'est un jeu de mots à partir de cosmos, si vous voulez, mais ontologie, c'est-à-dire c'est une cosmologie intérieure, propre à vous. Donc, ça vous concerne, finalement, ce mandala, ou un autre mandala, ça c'est juste une image, vous concerne en termes d'harmonie intérieure, de cosmos intérieur. Cosmos veut dire ordre, d'ailleurs. C'est l'inverse de chaos, hein, chez les Grecs. Donc, la cosmontologie, en fait, ça s'occupe, c'est la réalité virtuelle, c'est la même origine que vertu, subjective, le sujet est royal, réal en espagnol, c'est royal aussi, c'est les mêmes racines. D'ailleurs, on disait aussi le royaume de l'esprit, réalité, mais pour nous, cette réalité n'existe pas pour les Occidentaux. Donc, c'est le royaume de l'esprit. Ensuite, alors j'avais fait un truc par rapport à l'interélectrocéphalogramme, juste avec les idées des ondes. Alors, ceux-là, on les connaît très peu. Les ondes de gamma, ce sont des zones qui vibrent plus qu'au-delà des zones bêta, mais qui nous permettent d'obtenir une capacité de recevoir des informations simultanées. C'est-à-dire qu'on est en créativité vachement, beaucoup plus intense, et on est capable de jouer sur plein de tableaux en même temps. Donc c'est un état de présence qui permet aussi donc, une idée d'hyperconscience. Je pense qu'on peut être dans cet état parce que quand par exemple vous avez un accident et que vous voyez au ralenti, et ça vous permet de mieux gérer la situation, parce que vous avez une telle masse de surinformation, de capacité de recevoir des informations, que du coup, la réalité dans laquelle vous vivez en temps normal se ralentit. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, c'est magnifique, ça m'est arrivé en m'amusant en faisant de la boxe, il y a un accident de moto, mais c'est ultra impressionnant, tellement vous amagasinez d'informations dans un temps qui vous paraît infini et dans lequel vous avez le temps de dire je vois ça, le chauffeur qui arrive dans ce machin, il est en train de penser ça, enfin, vous êtes en hyper conscience. Voilà, donc ça c'est les ondes de gamma. Les ondes de bêta, c'est celles que je disais, donc les ondes des états de vigilance, du moi, du collectif, de l'instinct. Les ondes d'alpha, alors c'est celles qui nous permettent, au départ, les ondes d'alpha, c'est celles qui nous permettent de commencer à méditer, si vous voulez. C'est-à-dire que lorsque nous, par exemple, nous pratiquons aussi le tai chi, le qigong, ou lorsque nous fermons les yeux, nous commençons à être dans des états d'ondes d'alpha. Ces ondes d'alpha nous permettent de diminuer notre hyperactivité cérébrale et on commence à avoir une idée de détachement. On n'est plus en prise directement avec la réalité classique. Donc on peut retrouver les états hypnagogiques, ici méditatifs. Donc ça, ce sont des états, on est très proche du sommeil, si vous voulez. Et là, il peut y avoir ce qu'on appelle un éveil spirituel, une expansion de conscience, et une HEC, c'est-à-dire une expérience hors du corps. Donc ce sont dans ces états qu'il peut y avoir un détachement complet de votre corps. Vous voyagez dans notre véhicule, qu'on peut appeler un corps astral ou un autre corps, qui fait que vous voyez et vous pouvez, à la vitesse de la pensée, vous déplacer dans le cosmos, parce que vous êtes plus du tout dans les particules, je dirais, corporelles, qui vont à des vitesses très lentes. Dans les ondes de θ, on peut les atteindre en méditation, c'est pas souvent, hein, mais on peut. Et ensuite, mais c'est tout. Alors, le delta, c'est ensuite état de contact. Ce terme, je ne le sentais pas trop approprié, mais bon, c'est difficile de trouver quelque chose. Mais c'est là où on commence à contacter l'au-delà, si vous voulez. Donc, on peut, dans cet état, soit dormir, et on se rend compte de rien, on est en inconscience, soit on régénère par contre nos cellules, soit on rentre dans une forme de lucidité à l'intérieur de cette inconscience, et c'est aussi dans ces états qu'il peut y avoir des EMI, donc des morts cérébrales, si vous voulez, des comas, et donc des expériences à partir de là. Donc nous on vit souvent, au quotidien, les ondes delta, on les vit dans la régénération par rapport au sommeil.
Mais il peut se passer des... Alors, hop. Après, bon, j'avais marqué donc un spectre électromagnétique. Donc, vous voyez, les ondes de radio jusqu'au rayon gamma de l'univers. Nous sommes bombardés et traversés à notre insu par une myriade d'ondes électromagnétiques provenant des émissions, rayonnements terrestres et cosmiques. Donc en fait, là aussi je vous ai parlé des ondes scalaires. Okay. L'intérieur, nous sommes assommés par nos propres pensées convulsives, répétitives, comme un effet rémanent de nos affects. En fait, nous sommes doublement bombardés, si vous voulez. Nous sommes bombardés par l'extérieur. Nos corps sont prévus pour se défendre contre ça, comme la Terre, elle a un bouclier magnétique. Mais automatiquement, en fonction justement des problèmes intérieurs, ces boucliers diminuent d'intensité et font qu'il peut y avoir une répercussion sur nos cellules par rapport à ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'état méditatif, c'est justement de travailler sur ce fait de diminuer ces surcharges intérieures, de changer ces surcharges intérieures. Ah oui, alors là, j'avais dessiné comme un bonhomme que nous sommes, avec un truc rond au-dessus, un carré dessous. Par rapport à ça, voilà, ça forme une forme de triangle, avec deux pieds en bas, tête. Le haut, on peut l'appeler sujet subjectif ondulatoire singulier. Le bas, quand il voudra s'allumer, oui, ça y est. Objet objectif particulier et particulier. Tout ça, ça vient ensemble. Hein, c'est nous. Là, c'est une représentation de nous. Au milieu, il y a une zone frontière. La zone frontière, c'est la zone de méditation, non-mélange. Donc en fait, on apprend dans la méditation à séparer ce qui est de l'ordre physiologique d'un autre ordre. Donc en fait, on sépare bien ces deux états pour qu'il n'y ait pas cette espèce pas de mixité, mais de mixage entre le haut et le bas, et qui fasse justement problème. Voilà. C'est ça que je demande un petit peu en méditation. En bas, oui. Est-ce que tu penses que ce serait pas mieux, plutôt que de dire de faire la séparation, mais de faire la différence? C'est pareil, c'est-à-dire qu'au départ, il faut, en fait, il faut apprendre à différencier et à séparer, si tu veux, d'un point de vue des natures, c'est deux natures différentes. On sépare deux natures, donc on différencie deux natures, pour après voir dans quelle mesure on peut les accorder, les amener à vivre en synergie. Voilà. En fait, il y a deux aspects, il y a toujours deux aspects, et c'est comme la méditation. D'abord, on apprend à faire le vide mental, après, on verra ce qu'on peut recevoir. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que ça permet d'apprendre à différencier les choses, c'est exact, à séparer les choses, mais dans leur nature, pour après apprendre en deuxième temps à les rendre synergiques. Voilà, c'est deux temps en fait. En bas, j'ai marqué l'inconscient collectif, voilà, il y a Vijnana, quantité, masse, matrice. En fait, nous sommes abreuvés par les racines, comme les arbres et tout ça. Nous recevons une sorte de breuvage venant des racines, un peu comme un truc collectif. C'est-à-dire que nous sommes sur Terre et nous recevons des informations collectives pour pouvoir vivre terrestrement. Okay, ça c'est une chose. Ce sont les conditionnements collectifs avec lesquels il faut faire avec. Transgénération, c'est-à-dire que par rapport à ça, on appelle ça du transhumanisme aussi, c'est-à-dire que les générations, à travers toutes les générations, on va recevoir à la fois un truc par le bas, mais on va recevoir aussi quelque chose de spécifique en fonction de la génération, des gènes, etc., etc. Ce qu'on appelle l'âme po pour les Chinois. C'est le moi ordinaire, si vous voulez, en gros. De l'autre côté, qualité, ordre, information, mémoire akashique et négantropique. Donc, vous voyez, à l'opposé, moi, je mets cette sorte d'autres paradigmes, en quelque sorte. Et derrière cette espèce de grande étiquette, ordre, etc., etc., qu'est-ce que vous placez comme un paradigme singulier, comme un filtre qualitatif pour recevoir ça? C'est-à-dire dans quelle mesure votre système de croyance, entre guillemets, vous permet de recevoir ou pas telle ou telle information et vous nourrir. Voilà. Et donc vous allez travailler sur, finalement, là aussi, votre façon de recevoir l'information. Ça, on appelle ça l'originisme, et pour les Chinois, c'est l'âme ronde. Donc c'est l'âme, si vous voulez, lumineuse. Donc j'avais mis ça. Ça, c'est une vision partant de la Terre,
c'est la vision objective, matérielle, objective, c'est-à-dire comme les choses poussent depuis les racines, qui n'est pas à négliger. Elle existe, hein. Je dis pas ça, ça existe, ça n'existe pas, ou ça c'est faux. Non, encore une fois, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont concomitantes. De l'autre côté, vous avez le spiritualisme subjectif. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier. Celui-là, il est un peu complexe, mais je voulais quand même le marquer. Pareil, je reprends un peu le même truc, mais avec une sorte de cordon entre les deux, hein, qui ne touche pas tout à fait. Une induction, en fait, entre un monde et un autre. Je dessine les frontières, qui sont des frontières permissives, vous voyez, moi aussi, je dessine les frontières permissives. Ok, alors, tu y vas. Est-ce que tu y vas? Oui, tu y vas. Alors, là, je mets les racines. Ok, là, une sorte d'ouverture sur le haut, qu'on peut appeler un miroir, une sorte de miroir qui reflète la lumière. Le monde extérieur objectif, donc ça concerne le bas, c'est-à-dire que ce monde-là du bas, notre corps physique, il est en prise avec la nature classique, donc il est en prise avec l'extérieur, et donc il doit se défendre et s'intégrer par rapport à ce monde extérieur objectif. De l'autre côté, en haut, il y a le monde intérieur subjectif. En bas, on peut voir le corps physique classique. Au-dessus, le corps pranique, donc le corps d'énergie. Ensuite, un corps astral. C'est ce qu'on appelle classiquement dans les traditions, hein, on appelle ça les trois véhicules, trois sortes de véhicules. Donc, en fonction de la méditation, il se peut que vous viviez, vous voyez, dans différentes strates. Déjà, les ressentis ne sont pas les mêmes. Absolument, ne sont absolument pas les mêmes selon les niveaux dans lesquels vous vivez. Racine, psychologique et remonte. Là, c'est le limbique et c'est la mepo. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit, avant le cordon, vous avez une zone frontière. Cette zone frontière, c'est que votre réalité, elle va passer par une zone, comment on appelle ça, une zone qui fait appel aux émotions. Hein, donc, nous sommes des mammifères. Depuis les mammifères, nous avons un cerveau limbique. Ce cerveau limbique fait qu'on prend la réalité avec une certaine affectivité. Et c'est cette affectivité qui fait que nous sommes humains aussi. Hein, mais nous sommes humains comme les baleines. Les baleines ne sont pas humaines, bien sûr, mais sont limbiques comme nous. Donc ça veut dire qu'elles ont une sensibilité comme nous. Voilà, c'est passé. Et c'est passé, c'est justement, je veux dire, c'est passé, mais à notre niveau. Cordon, voilà. Là, c'est anti-mental, donc on utilise une partie du haut, c'est un entre-deux en fait. C'est pas vraiment le haut encore, c'est un entre-deux, c'est la partie sentimentale ou ressenti-mental, ressentiment. Donc en fait, le mental se mélangeant par le cordon avec le limbique, on va mélanger deux mondes, et on va faire que notre mental va être dégradé plus ou moins par soit un aspect sentimental, soit un ressenti. Bonne soirée. Merci. Merci d'être venu. Donc, ensuite, on voit Amkara, c'est la conscience du moi. Je passe un peu vite, parce que HEG, donc ça c'est le cerveau gauche. Vous voyez, je l'ai fait comme étant à la fois ouvert, mais aussi divisé. Donc séparé, c'est-à-dire en analyse. Il coupe. L'HD comme une verticalité. Okay. Au-dessus, donc ça c'est ce qu'on appelle en Inde, on appelle ça Manas. Vous pouvez voir l'Amerun aussi, l'Amerun. Au-dessus, c'est la bouddhi, c'est le facteur intelligent en nous, c'est-à-dire c'est ce qui va, se refléter un peu plus haut. Et puis au-dessus, nous avons l'Atma, c'est-à-dire que c'est notre moi supérieur qu'on appelle le soi. C'est-à-dire qu'on est proche de l'ouverture sommitale et on n'est plus dans l'ego. L'ego, il est resté accroché encore à la partie basse. L'Atma, le soi, il est prêt à se détacher. Hein, il a une idée déjà beaucoup plus haute. Et on va finir, je crois que c'est fini. Qu'est-ce qu'il reste là? Il reste encore quelques trucs, mais ça met longtemps à venir, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça ne va pas tarder. Pourquoi ça ne vient pas? Alors, ça y est, disons, il faut aller le chercher. On appelle ça Antakarana, en Inde, organe interne. Tout ça, c'est l'organe interne, les deux, Bouddhi et Manas. Donc on utilise ça en synergie, ouverture, connaissance, amour. Donc en fait, cette transformation permet cette synergie.
ensuite, nous avons ce que je disais tout à l'heure, Atma ou le Soi, ou le Nous, on appelle ça aussi, en termes. En bas, dans l'Alaya Vijnana, conscience héréditaire, vous voyez, elle rentre dans les racines. Et depuis le limbique, elle va de nouveau se rejeter. En fait, quand on médite, c'est un peu comme si on voyait des choses qui montaient, et lorsque on se détache, on les laisse repartir. En fait, c'est un peu comme si on apprenait à laisser ce cycle se régénérer. Un peu comme parce que l'Alaya Vijnana ou conscience héréditaire, elle va vous charger, elle va vous charger l'intérieur de vous, et si vous n'êtes pas capable justement de vous décharger par le système de méditation, vous n'avez pas ce retour. Et donc, le limbique ou la mepo va s'enfler, devenir de plus en plus chargé affectivement, et après c'est ingérable. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes saturé et vous ne pouvez plus le gérer. Donc c'est très important de comprendre que ça, voilà, comment ça fonctionne. Là c'est remontée psychologique ou vasana qu'on appelle en Inde. J'utilise du sanskrit parce que en fait le sanskrit ça veut dire l'écrit sacré. En Inde c'est un écrit qui a été spécialement étudié pour la spiritualité. Donc il est très très précis, tout est très très précis. Le dernier truc, l'akasha, dans le mémoire négantropique, on va retrouver la même chose. L'akasha va se déverser dans le miroir. Et à partir du travail qu'on va faire au niveau du cerveau, au-dessus des sentiments et des ressentiments, à ce moment-là, on va nourrir, ou on va aller nourrir de notre apport, en quelque sorte, cet akasha, qui revient nous renourrir à son tour. Donc en fait, il va y avoir une sorte de cycle, mais là, un cycle négantropique, c'est-à-dire qu'il nous enrichit toujours plus. En bas, il faut apprendre vraiment à décharger pour ne pas se charger à outrance. Et en haut, on apprend tout ce que vous apprenez, tout ce qui vous enrichit, n'est perdu pour personne. Ni pour vous, ni pour les autres. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui existe pour tout le monde. Ça veut dire que si vous changez d'état et vous modifiez votre état de façon négantropique, ça va vous servir à vous et ça va vous servir aux autres. C'est un pont qui est ouvert pour tout le monde. C'est tout sauf de l'égoïsme. C'est ouvert, le contraire, pour tout le monde. Et donc là, on descend vivant. Alors, pour que l'antakarana, donc ces organes internes, deviennent actifs, il faut changer de plan. C'est-à-dire que si vous utilisez votre intellect de façon objective uniquement, on ne peut pas le dire vivant. C'est ce qui fait qu'on va aller vers un monde, on risque d'aller vers un monde robotisé, parce qu'on utilise un intellect non vivant. Et on ne s'est pas aperçu que le vivant est tellement riche que c'est ça la beauté de cette existence, parce qu'elle nous apprend des tas de choses, et on va aller vers une robotisation parce qu'on utilise l'intellect de façon non vivante. Donc il faut qu'il y ait une spiritualité venant du haut qui rende les principes et les organes internes vivants, et à ce moment-là, votre intellect devient un outil précieux pour rendre les choses vivantes et non pas les rendre robotisées, si vous voulez, ou en faire d'une technologie. Vous comprenez? Donc c'est très, 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 très important. Et pour eux, ça se vit comme ça. C'est-à-dire que l'antakarana, il n'existe pas vraiment tant que... Voilà. Et après, c'est fini. Voilà, j'avais fini dans là-dessus. Donc, on a fait un rapide tour sur les schémas, mais je pense que tout ce que j'ai pu dire auparavant était tout à fait dans cette voilà. Là, vous avez pu schématiser peut-être un peu mieux. C'est bien de finir par ça, finalement. Ça vous a permis de mieux finaliser la schématique. Finalement, les Chinois disaient toujours, vaut mieux un schéma que 10 000 mots. Ils avaient raison, parce qu'un schéma, ça permet d'avoir une fulgurance de compréhension, que les mots qui se mettent les uns derrière les autres, c'est pas sûr que ça arrive de façon ordonnée après un mot. Donc un schéma, ça vous permet au moins de spatialiser les choses. Hein? Ça vous va? Sur ce, oui, dis-moi. Est-ce que tu penses que, du moins pour le début de méditation, il est intéressant d'avoir une musique douce et une bougie, par exemple? Tout à fait. Du moins pour le début. Même je le conseille tout le temps, éventuellement changeant de musique. En fait, il y a plusieurs façons de méditer. Je me suis aperçu, ce qui est vachement intéressant, puisque c'est une aventure. Vous prenez par exemple une musique qui n'est pas du tout émotionnante, neutre.
elle est très bien pour la première phase, c'est-à-dire qu'elle va vous mettre dans un état, elle vous permet de travailler sur l'état de vide. C'est-à-dire vous videz, vous n'êtes pas dans l'émotion, vous n'êtes pas dans le mental, vous videz. Et ensuite, vous passez éventuellement des musiques qui vont vous remuer un peu l'imbiquement, qui vont vous remuer le cœur. Et c'est intéressant aussi, parce que ça vous permet de revivre vos émotions, peut-être sous un jour nouveau. C'est-à-dire que vous n'allez pas les vivre de façon ordinaire. C'est-à-dire quelque chose qui vous aurait peut-être amené vers la tristesse, la même vibration va vous déclencher une joie. Alors que la connotation de tristesse peut être prise par votre mental. Mais si vous êtes dans un état suffisamment détaché, ça peut vous montrer une joie qui n'existait pas auparavant. Donc c'est intéressant. Donc pour moi, je conseille d'utiliser la musique. Tout à fait. C'est très intéressant. Absolument. J'ai écrit la deuxième partie dans Tai Chi Mag sur la méditation. Et je parle de tout ça. Donc je parle de tout ce que je vous ai dit un petit peu ce soir. Et avec les aspects pratiques de la méditation, comment vous pouvez l'aborder, sous quel, etc. Donc vous verrez, ça sera sur le site aussi, site de Fataki, quand il sera sorti, c'est-à-dire au mois de mai. Je l'ai déjà fini, il est déjà fini, mais il sortira qu'au mois de mai, et je préfère ne pas vous le donner avant. Et la bougie aussi? Alors la bougie, c'est bien, lorsque vous gardez les yeux ouverts, vous pouvez faire un travail avec la bougie. Après, ça peut vous amener des fantasmes et des hallucinations. Donc, la bougie, en fait, garder les yeux fermés avec la bougie, c'est très bien, parce que vous avez mis une intention sur la bougie au départ. Vous dites que vous allumez la lumière, vous allumez une lumière, cette lumière, c'est votre être, et les êtres qui vous protègent, qui vous aident dans votre cheminement. Donc, la bougie va représenter... comme dans les églises, une forme de cierge, si vous voulez. Et vous allez vous passer dans la méditation avec une sorte de confiance, parce que vous avez fait votre petit rituel. Donc en fait, ça concerne votre rituel. C'est votre intimité. Et vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser. Voilà. Mais c'est, voilà, pour ma part, des fois, je l'utilise, la bougie, dans ce sens que je viens de vous dire. Voilà, nous sommes tous en chemin, hein, et bonne route, et bonne aventure. Merci, bonne soirée. Merci. Je vous remercie de votre présence. J'étais très touché par votre présence et votre écoute. Encore une fois, merci.